Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point presse et nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées. Nous passerons ensuite au focus thématique dédié cette semaine à l'innovation de défense au service de la supériorité opérationnelle. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui l'ingénieur général de l'armement Patrick Aufort, directeur de l'Agence de l'innovation défense, AID. Il vous présentera l'approche singulière de l'AID dans le développement de projets innovants au service des forces. Nous poursuivrons ensuite avec un point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Et enfin, nous terminerons par une animation Wargame présentée par le colonel Sébastien Depéret, adjoint spécialisé forces armées au sein de l'AID. Et il s'agit d'un jeu de simulation de guerre visant à renforcer la préparation et l'innovation des armées françaises. Avant les actualités du ministère, je vous propose de passer en revue les événements phares de cette semaine. Pour commencer, ce lundi, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est déplacé pour une visite officielle en Grèce. Il s'est entretenu avec son homologue et avec le Premier ministre grec. À cette occasion, la Grèce a signé un nouveau contrat de 16 missiles Exocet. Lors de cette visite, le ministre des Armées s'est rendu avec son homologue à bord de la frégate multimission Alsace, de retour de la mission Clémenceau 25. Le ministre a ensuite visité le chantier naval de Salamine, où sont bâties des pièces des frégates de défense et d'intervention avant leur rassemblage à Lorient par Naval Group. Aujourd'hui, le ministre des Armées est en visite officielle à Washington. Il s'entretiendra avec son homologue Pete Hegseth, secrétaire à la Défense des États-Unis. Les ministres échangeront sur le contexte international actuel, notamment la stabilité et la sécurité au Proche et au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine et les enjeux de sécurité en Indo-Pacifique. Les discussions porteront également sur la préparation du sommet de l'OTAN à La Haye et sur la défense européenne. Sébastien Lecornu rencontrera ensuite Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national des États-Unis. Enfin, le ministre se rendra auprès des officiers français insérés dans les forces armées américaines. Ce déplacement illustre le dialogue régulier entre la France et les États-Unis à tous les niveaux. Passons à présent aux actualités du ministère avec la cérémonie nationale relative à la journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation, qui se déroulera à Paris le 27 avril. Cette séquence mémorielle s'articulera autour de deux cérémonies, l'une au mémorial de la Shoah, l'autre au mémorial des martyrs de la déportation, et elles seront suivies par une marche intergénérationnelle pour la mémoire et la transmission en présence des derniers survivants. Cette marche s'achèvera à l'hôtel Lutetia, symbole du retour des déportés, sous l'égide, et donc il y aura une cérémonie officielle qui se déroulera sous l'égide de Patricia Miralles, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. La commémoration se terminera par le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Pour plus d'informations sur cette journée, nous vous invitons à vous rapprocher du SGA. Toujours dans le cadre de la commémoration de la libération et de la victoire, Patricia Miralles participe aujourd'hui au 80e anniversaire de la libération de la poche de Royan. Pour perpétuer le souvenir des guerres et des conflits contemporains, le ministère des Armées coédite des ouvrages, et deux sont à paraître en lien avec la libération des poches de l'Atlantique. Il retrace l'histoire de ces poches, considérées comme des fronts oubliés, car souvent éclipsés par le débarquement de Normandie ou la libération de Paris. Or, la guerre se prolonge jusqu'en mai 1945 sur la façade atlantique, où le siège des poches s'éternise. Pour plus d'informations sur ces ouvrages coédités par le ministère des Armées, vous pouvez également vous rapprocher du SGA. Poursuivons avec l'exercice interarmé Croix du Sud qui se déroulera du 21 avril au 2 mai dans le Pacifique Sud. Cet exercice est conduit par les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Croix du Sud est un entraînement interarmé et interarmes à dominante terrestre. Il sera constitué d'un détachement du régiment d'infanterie de marine du Pacifique, le RIMAP Nouvelle-Calédonie, et il mènera notamment une action aéroportée. Aux côtés de la France, l'Australie, les États-Unis, les Fidji, le Royaume-Uni et Tonga participeront à cet exercice. Un exercice qui a pour objectif le renforcement de la coopération militaire interalliée au profit de la stabilité régionale. Il permet de travailler la maîtrise de savoir-faire spécifiques dans le domaine de la gestion
de crise post-catastrophe naturelle, notamment l'évacuation des ressortissants et la gestion des blessés. Du côté de l'armée de l'air et de l'espace, du 22 au 30 avril, la mission Pégase Grand Nord 25 est lancée avec un déploiement d'une dizaine d'aéronefs en Suède, en Pologne et en Croatie. Cette opération, alignée avec la stratégie régionale de l'OTAN, vise à renforcer la présence stratégique sur le flanc est de l'Europe. La mission met en avant des capacités aériennes de projection de puissance avec le triptyque aérien Rafale, A400M Atlas et A330 MRTT Phoenix. Cette mission incarne la détermination de la France et des nations participantes à répondre immédiatement à toute agression aux frontières orientales de l'Europe. De l'Alliance. Pégase Grand Nord illustre l'engagement des armées françaises et de ses alliés suédois, polonais, croates pour la sécurité européenne. Passons maintenant au stage étape C, European Tactical Airlift Programme Courses Multiple Ship, qui aura lieu du 27 avril au 9 mai. Ce stage se déroule sur la base aérienne 105 d'Évreux et est organisé par le Centre d'instruction des équipages de transport et par l'ETAC, European Tactical Airlift Center. Il a pour objectif la formation au transport tactique entre nations partenaires et il réunira les armées allemandes, espagnoles et italiennes aux côtés de l'armée de l'air et de l'espace. Il s'agit d'un entraînement intensif visant à développer l'interopérabilité, la coordination en vol tactique multi-aéronef et la montée en compétences des équipages. Cet exercice permet notamment de les qualifier à la planification et à la conduite d'une patrouille de 2 avions de transport. Les scénarios du stage vont crescendo pour atteindre un engagement de haute intensité en fin de semaine et offrent des opportunités de formation particulièrement réalistes et exigeantes. Toujours du côté de l'armée de l'air et de l'espace, du 21 avril au 2 mai, 11 Rafales de la base aérienne 115 d'Orange seront déployés sur la base aérienne 126 de Solenzara afin d'entraîner et de qualifier des pilotes de chasse lors d'une campagne de tir air-air et air-sol. Pendant près de 2 semaines, 12 pilotes seront mis à l'épreuve par des avions tireurs de cibles tractés, joués par 2 Alpha Jets. Pour rappel, la base aérienne de Solenzara fait partie des centres d'entraînement au tir réel pour les aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace, et à ce titre, elle accueille régulièrement les escadrons de chasse ainsi que les escadrons d'hélicoptères. Je continue avec la conférence internationale sur le spatial intitulée « L'espace en 2040 » qui se déroulera du 28 au 30 avril à Toulouse. Cette première conférence organisée par le Centre d'excellence spatiale de l'OTAN réunira des experts de haut niveau, militaires, industriels et scientifiques. À cette occasion, le général Jérôme Bélanger, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et le général Philippe Adam, commandant de l'espace, interviendront. Et ce sera l'occasion d'explorer l'avenir de l'espace en se concentrant sur des enjeux clés tels que la dissuasion, la sécurité, l'interopérabilité et l'innovation technologique. Un accueil presse est organisé le 30 avril de 9h à 10h30 avec une visite des stands composés d'entreprises aérospatiales internationales. Les participants pourront y découvrir les dernières technologies, les tendances émergentes et les collaborations stratégiques. Le colonel Debar, directeur du Centre d'excellence spatiale, répondra aux questions des journalistes sur un temps d'échange. Et pour plus d'informations sur ces actualités, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPA Air et Espace. Pour conclure ces actualités, je vous annonce que le podcast Rétexte est sorti hier. Ce podcast est dédié à la formation des cuisiniers des armées et nous plonge au cœur de l'école des spécialités du commissariat des armées, SK, à Cherbourg. De la restauration collective du quotidien à la cuisine de prestige au profit des autorités, ces cuisiniers des armées font preuve d'une grande adaptabilité, et ce, même dans les conditions les plus extrêmes. Pour comprendre comment sont formés ces chefs, je vous invite à découvrir ce podcast qui est disponible sur toutes les plateformes audio. J'en ai terminé avec les actualités du ministère. Est-ce que vous avez éventuellement des questions en lien avec ces actualités avant de passer au focus thématique ? Donc nous allons passer maintenant au focus dédié cette semaine à l'innovation de défense au service de la supériorité opérationnelle. L'innovation est clé pour le ministère des Armées car elle lui permet d'assurer la supériorité opérationnelle des armées, l'autonomie stratégique de la France
et d'améliorer la performance. Cette innovation repose sur une politique audacieuse et ouverte sur le monde civil dans une démarche de transformation globale et de recherche permanente de la performance. Elle s'inscrit sur le temps court pour tirer parti des innovations issues du domaine civil ou des retours d'expérience sur le terrain, et sur le temps long pour que l'innovation soit pensée et intégrée sur tout le cycle des systèmes d'armes. Dans cette perspective, le ministère des Armées a créé en 2018 l'Agence Innovation Défense, et c'est un véritable laboratoire d'innovation. Cette agence est placée sous la responsabilité du délégué général pour l'armement. Son rôle est de fédérer les initiatives d'innovation du ministère en assurant leur coordination et leur cohérence. L'innovation est également au cœur de l'ambition de la loi de programmation 2024-2030. Les enjeux sont doubles: consolider la supériorité technologique des forces et garantir la maîtrise des nouveaux champs de conflictualité que sont l'espace, les fonds marins, le champ informationnel ou encore le cyber. L'investissement dans l'innovation de défense bénéficie également au territoire et, comme l'a rappelé le ministre, la dépense publique militaire a un impact économique positif pour la France. L'industrie de défense concerne 220 000 emplois directs et indirects, stimule la balance commerciale et participe à la montée en compétences des acteurs industriels. Mais je n'en dis pas plus et laisse la parole à l'ingénieur général de l'armement Patrick Aufort, qui va vous présenter les derniers enjeux d'innovation de défense sur lesquels l'AID est particulièrement mobilisée. Madame la déléguée, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous les activités de l'Agence de l'innovation de défense et les enjeux de l'innovation de défense. Alors, comme vient de le préciser Madame la déléguée, l'Agence de l'innovation de défense a été créée en 2018 dans un contexte de nouveaux champs de conflictualité, des fonds marins à l'espace, pour parler des champs matériels, et puis les champs immatériels, la lutte informationnelle, la guerre cognitive, le cyberespace bien sûr, et puis on peut y ajouter la lutte dans le spectre électromagnétique. Un contexte également qui est marqué par un foisonnement de solutions innovantes provenant du domaine civil, c'est-à-dire créées en dehors du champ défense et des acteurs classiques de la défense. Ces solutions sont autant de potentiel d'intérêt qu'il faut que nous sachions regarder à la fois comme opportunité pour nous, mais également comme menace. Et puis également un contexte marqué par une accélération dans le domaine des technologies de rupture. Et bien sûr, ce qu'on a vécu ces dernières années dans le domaine de l'intelligence artificielle en est la principale manifestation, mais il y a également d'autres domaines comme le quantique qui subit les mêmes accélérations. C'est donc dans ce contexte qu'a été créée l'agence pour fédérer les initiatives d'innovation au sein du ministère. En gros, notre mission, c'est d'être capable de soutenir tout type d'innovation, toute forme d'innovateur. On a un rôle de chef d'orchestre. Et on soutient principalement deux grandes catégories d'innovation. Il y a ce qu'on appelle, et on peut passer s'il vous plaît à la première diapositive, ce qu'on appelle l'innovation planifiée, qui consiste à préparer la réponse à des besoins prévisibles. Très concrètement, ça consiste à faire monter en maturité des briques technologiques dont nous allons avoir besoin pour nos futures capacités militaires, pour nos prochains programmes d'armement. Et en parallèle, nous soutenons une autre grande forme d'innovation qui est l'innovation ouverte. Il s'agit là de faire de l'innovation d'opportunité, d'accélérer sur des solutions beaucoup plus agiles, à beaucoup plus court terme, pour répondre à des irritants, à des besoins pas satisfaits, mal satisfaits. Et donc, il faut qu'on soit capable de traiter tous ces types d'innovation, toutes ces formes d'innovation qui se traduisent dans des tempos bien différents. Et le mieux, c'est de l'illustrer. Et donc, vous avez sur cette diapositive deux illustrations. À gauche, vous avez un gravimètre quantique. Donc, un gravimètre, ça mesure le champ gravitationnel et ça permet notamment de faire de la cartographie des fonds marins. Et nous avons livré l'an dernier, donc je parle bien de livrer, c'est-à-dire que je ne vous parle pas d'un projet d'innovation qui s'arrête à une démonstration, mais qui est bien allé au bout, dans les mains des utilisateurs. Nous avons livré un gravimètre quantique sur une plateforme de la Marine nationale. C'est une première mondiale. Je ne connais pas de pays qui ait opérationnellement un capteur quantique. Je connais des pays qui ont des prototypes de gravimètre quantique, mais un capteur opérationnel, il n'y en a pas à ma connaissance. Et en fait, l'histoire de gravimètre quantique, livrée en 2024, elle a commencé en 2002 par une thèse dans un laboratoire de l'ONERA. Cette thèse a produit des résultats satisfaisants. Elle a été poursuivie par un projet au sein du laboratoire. Puis on est sorti du laboratoire. On a réussi à traiter la compacité de l'équipement pour pouvoir l'intégrer sur une plateforme navale, faire des premières mesures dans des conditions réelles, et ensuite transférer la technologie vers l'industrie pour pouvoir livrer
en 2024 ce capteur quantique. Donc vous voyez, une vingtaine d'années, 15 à 20 ans, pour faire monter en maturité une technologie de rupture. Et en parallèle, en même temps, l'année dernière, nous avons livré, fin 2024, des munitions téléopérées. Et là, l'histoire, elle a commencé en mai 2022 par l'appel à projet Colibri, conduit par l'Agence de l'innovation de défense. Appel à projet lancé en mai 2022, sélection de 2 solutions candidates en septembre 2022, notification de contrat en décembre 2022. 11 mois plus tard, fin 2023, nous avions les premiers essais avec un prototype avec une charge inerte. 6 mois plus tard, les mêmes essais avec une charge active, quelques corrections, une commande en urgence opérationnelle et 200 munitions livrées avant la fin de l'an dernier et déjà utilisées sur le théâtre ukrainien. Donc vous voyez, les enjeux, ils sont là et ils sont d'être capables d'être opérationnels sur ces différents types de temps. Du temps long pour amener la technologie de rupture au bon tempo, et encore une fois, là, sur le gravimètre quantique, on est les premiers, et du temps très court pour adapter de manière agile des solutions et livrer très rapidement sur le terrain. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire des choix, de faire les bons choix. Décider de lancer le capteur quantique il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années, c'était un choix. Et donc c'est ce que nous avons fait également dans la préparation de la loi de programmation militaire 2024-2030, en affichant très clairement les 10 domaines prioritaires sur lesquels l'Agence d'innovation de défense investit majoritairement pour le ministère des Armées dans la période 2024-2030. Ces thématiques prioritaires sont les armes à énergie dirigée, l'hypervélocité, l'intelligence artificielle, le spectre électromagnétique et la guerre électronique, les nouvelles technologies de communication, les nouvelles technologies de l'énergie, les capteurs, et notamment les capteurs quantiques, et le calcul quantique. Ces priorités, vous pouvez les trouver, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, dans le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense, qui est un document que nous publions tous les ans, de manière à faire savoir ce que nous cherchons et comment nous pouvons travailler ensemble. Et ce document est accessible à tous sur le site de l'Agence de l'innovation de défense. Alors pour soutenir les 2 grandes formes d'innovation que je viens de citer, on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. En fait, l'Agence de l'innovation de défense, elle s'est organisée comme une usine à projets. Et nous conduisons principalement 4 types de projets. Des projets de recherche, le but étant ici de soutenir l'émergence de technologies porteuses de rupture potentielle, et nous travaillons là principalement avec le monde académique, école d'ingénieurs, laboratoire d'université, office national de recherche. Des projets d'innovation participative, au travers desquels nous soutenons des innovateurs du ministère, parce que c'est parfois les mieux à même de trouver la solution pour répondre à des problématiques de terrain. Des projets d'accélération de l'innovation de défense, des projets d'accélération de l'innovation, pardon, de défense, oui, qui consistent en fait à aller capter des solutions, des idées, des produits en dehors des acteurs classiques de la défense et de les ramener vers nos utilisations en accélérant, en expérimentant au plus vite. Et là, nous travaillons essentiellement avec des startups, des PME et des acteurs émergents, innovants, qui viennent principalement en dehors des acteurs de la base classique industrielle de défense. Et puis des projets technologiques de défense qui visent là à monter en maturité les briques technologiques dont nous avons besoin pour nos futures capacités. Et là, nous travaillons plutôt avec les acteurs classiques de la base industrielle et technologique de défense. En moyenne, c'est 400 à 500 projets qui sont soutenus annuellement par l'Agence de l'innovation de défense, qui sont lancés annuellement par l'Agence de l'innovation de défense. 200 projets de recherche, dont une centaine de thèses, 150 à 180 projets d'accélération de l'innovation, 20 à 30 projets d'innovation participative et une centaine d'actes sur les projets de technologie de défense. Alors pour les mettre en œuvre, pour accompagner ces projets, il faut des moyens, il faut des dispositifs pour les soutenir. Et je vous propose de passer à la diapositive suivante. Ces dispositifs, ce sont principalement des dispositifs financiers. Faire de la subvention, passer des contrats, faire du marché public de manière à provoquer de la commande, permettre à ces industriels, et notamment aux industriels émergents, d'avoir du chiffre d'affaires pour aller voir les investisseurs. Et puis, bien sûr, la finalité pour nous étant de doter nos forces de manière à garantir leur supériorité opérationnelle. Et là aussi, je préfère l'illustrer et illustrer l'intérêt de ces dispositifs. Vous avez ici l'exemple d'une technologie et d'un produit qui a été monté en maturité en quelques années en utilisant différents dispositifs successifs. Il s'agit d'une nouvelle manière de réaliser des fenêtres optiques, c'est-à-dire des hublots, que nous utilisons derrière nos capteurs optroniques,
Une des problématiques sur les capteurs optroniques, c'est l'eau principalement, puisque ça va détériorer les performances. Et donc nous avons lancé une thèse en 2018 qui visait à créer des fenêtres optiques en travaillant sur la nanostructuration des matériaux, de manière à les rendre hydrophobes, c'est-à-dire non sensibles à l'eau. Ça permet d'améliorer les performances et ça permet d'éviter d'avoir un système qui évacue l'eau et donc de gagner en robustesse et en fiabilité. Les résultats ont été satisfaisants et nous avons prolongé ce dispositif de soutien par un second dispositif qui s'appelle Astril, qui nous a permis de monter en maturité la technologie, de se rapprocher de la capacité à l'industrialiser, et on lui a rajouté des performances. On a travaillé là avec un laboratoire du CEA et Thales, et on a rajouté des performances pour traiter les problèmes de réflexion, et donc améliorer là aussi la qualité de la détection, et passer de quelque chose d'hydrophobe, donc non sensible à l'eau, à omniphobe, non sensible à aucun fluide. Et pourquoi on a fait ça? Pour traiter des cas comme ce qui a été rencontré, et ça avait été médiatisé, un Sukhoi russe qui largue du kérosène sur un Reaper de manière à aveugler les optiques du drone. Et donc là, successivement, thèse, puis un autre dispositif de financement, on est arrivé à une solution qui est brevetée et qui est maintenant intégrée dans la feuille produit de Thales. Donc voilà pourquoi il faut disposer de différents dispositifs de manière à successivement monter en maturité et permettre, ce fameux passage à l'échelle, permettre que ces produits arrivent dans les équipements de nos forces armées. Enfin, je voudrais finir, et là on peut passer, s'il vous plaît, à la diapositive suivante. Je voudrais finir en insistant sur un point, c'est là je vous ai parlé de projet, je vous ai parlé de financement, de l'innovation, mais en fait, un des enjeux de l'innovation de défense, ce n'est pas uniquement de savoir la financer, c'est de créer l'environnement qui va lui permettre de se développer. Il faut donc savoir ne pas se consacrer uniquement au dispositif de financement. Créer l'environnement propice, c'est par exemple créer les conditions pour les porteurs d'innovation, pour les acteurs émergents qui n'ont pas l'habitude de travailler avec la défense, donc les startups, les PME, les TPE, les ETI, leur permettre d'expérimenter le plus vite possible leurs solutions dans un environnement opérationnel représentatif. Et donc nous travaillons beaucoup avec nos camarades des forces armées pour créer ces champs d'expérimentation, pour faciliter ces expérimentations. C'est ce que nous faisons par exemple avec la Marine nationale dans le cadre d'une démarche qui s'appelle Perseus, qui permet aux acteurs de nous proposer des projets qui seront autorisés à être expérimentés dans des conditions réelles, mettant en œuvre de gros moyens de la Marine nationale. Nous faisons ça également avec l'état-major des armées en créant une nouvelle démarche qui s'appelle IDEM pour innovation destinée aux exercices militaires, où si une solution nous est proposée, qu'on la juge d'intérêt, nous nous engageons à trouver le contexte d'expérimentation pour cette solution. Et puis je voudrais insister sur une autre démarche d'expérimentation que nous avons mis en œuvre récemment en 2024, qui est la démarche LabLAD, qui vise à répondre à une problématique qui nous était remontée fréquemment dans le domaine des drones et de la lutte anti-drone, c'est la difficulté à réaliser des essais en environnement brouillé. Et en effet, je le concède, c'est très très compliqué de réaliser des essais en environnement brouillé, ça prend énormément de temps. Et en fait, pour traiter le problème, nous avons inversé en fait la situation. Plutôt que d'essayer de répondre à chaque acteur, nous avons créé une fenêtre temporelle où nous les invitons à venir expérimenter leurs équipements dans des conditions réelles. Et ça donne une accélération qui est sans commune mesure. Et quand on écoute le retour d'expérience. Nous avons créé le premier événement en juin dernier, et nous avions, c'était la semaine avant Eurosatory, nous avions 6 candidats qui étaient venus expérimenter, qui ont fait un retour absolument satisfaisant. Nous avons créé un nouvel événement en novembre, la même semaine qu'Euronaval, et nous avions eu 40 demandes de participation. Ce qui, je pense, confirme l'intérêt de ce type de méthode pour accélérer. Créer l'environnement propice au développement de l'innovation, c'est aussi stimuler notre écosystème. Savoir créer un contexte où on va aider à la créativité, des défis, des challenges, des hackathons, des appels à projets. Et donc nous lançons ça régulièrement. C'est par exemple ce que nous avons fait avec la Marine nationale en octobre dernier avec le challenge Dronathlon, où nous avons réuni 10 consortiums qui a permis sur une semaine de donner un environnement d'emploi à des acteurs du drone de surface navale, et ce qui nous a permis, nous, en même temps, de leur faire un retour opérationnel et d'avoir une vision d'état de l'art. C'est nous ce que faisons, par exemple, au travers du challenge Mobilex, qui vise à monter en maturité les briques technologiques nécessaires à l'autonomie sur les véhicules terrestres. Et nous faisons ça dans un contexte qui est notre contexte d'emploi, c'est-à-dire des environnements déstructurés. C'est beaucoup plus compliqué que de faire rouler une voiture de manière autonome sur une route bien balisée avec des panneaux de signalisation. Les terrains d'emploi de l'armée de terre sont complètement différents. Et c'est pour ça que nous faisons ça d'ailleurs en partenariat avec le CNRS, qui a exactement les mêmes problématiques, par exemple dans un environnement lunaire complètement déstructuré.
Créer l'environnement propice au développement de l'innovation, c'est également utiliser de nouvelles méthodes. Et c'est pour ça que, par exemple, nous avons des designers au sein de l'agence de l'innovation. C'est pour ça également que nous nous intéressons au wargaming, comme ça va pouvoir vous être présenté à la fin par le colonel de Perret, qui est adjoint force au sein de l'agence de l'innovation de défense. Créer l'environnement, c'est aussi être accessible. C'est pour ça que nous avons créé à l'agence de l'innovation de défense un guichet unique qui permet à tout porteur de projet de nous présenter sa solution. Et si elle a un intérêt pour nous, nous allons l'instruire ensemble. Pour information, là aussi pour illustrer avec des chiffres, depuis le début de l'année, c'est 75 projets qui ont été déposés au guichet unique de l'agence de l'innovation de défense. Créer l'environnement propice, c'est également innover dans les contrats, utiliser tous les dispositifs contractuels qui sont dans nos mains pour favoriser l'innovation, choisir le bon pour accélérer quand c'est nécessaire, choisir le bon pour pouvoir passer à l'échelle quand c'est nécessaire. Et nous expérimentons par exemple, depuis l'année dernière, une nouvelle forme de contrat qui s'appelle les partenariats d'innovation, qui permettent de travailler avec plusieurs acteurs de manière à ne pas choisir, ne pas être très orientant au début sur une solution, garder la possibilité de travailler sur différentes solutions et raffiner tout doucement les critères de choix pour aller jusqu'à la sélection et pour aller jusqu'au passage à l'échelle. Car je le redis et je le réécris sur cette planche, l'objectif final, c'est bien de fournir des équipements à nos opérationnels, à nos utilisateurs, pour garantir leur supériorité opérationnelle. L'innovation, elle ne s'arrête pas à la démonstration, elle ne s'arrête pas au prototype, mais elle doit bien finir par un équipement dans les mains de nos utilisateurs. Et pour ça, ça nécessite également de travailler avec des partenaires, l'ensemble des entités du ministère des Armées, des partenaires également au-delà du ministère des Armées, les pôles de compétitivité, les groupements industriels, des investisseurs, car c'est toutes ces forces vives dont nous avons besoin pour continuer, comme c'est la devise de l'Agence d'innovation de défense, à imaginer au-delà. Et puis, bien sûr, pour réussir à faire ça, je l'ai déjà dit et je le redis, il faut faire savoir ce qu'on cherche, il faut faire savoir comment on peut travailler ensemble. Et donc, c'est pour ça que nous communiquons, c'est pour ça que nous réalisons tous les ans un document de référence qui est public, c'est pour ça que nous faisons un bilan d'activité qui décrit ce que nous réalisons, c'est pour ça que nous participons à des événements. Et donc, nous serons présents pour démontrer comment nous pouvons travailler ensemble et pour présenter des projets au Salon Viva Technologies. Nous serons présents, bien sûr, au Bourget. Et puis, comme tous les 2 ans, nous organiserons en fin d'année le Forum Innovation Défense. Et je pense que je suis très content de pouvoir vous dire aujourd'hui que ce forum aura lieu à nouveau, comme il y a 2 ans, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à côté d'ici. Et les dates, je pense que c'est la première fois qu'on les donne, Madame la déléguée, 27-29 novembre 2025. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que nous avons plusieurs questions, notamment une question en audio. Mon général, question d'Aude Leroy. Nous récapitulons. Quel est le ratio entre innovation planifiée et innovation ouverte? Quelle en est l'évolution depuis 5 ans? Et quelles thématiques ressortent des innovations ouvertes? Est-ce que cela a évolué ces dernières années? Le ratio, très clairement, il se situe... en fait, tout dépend si on le prend en finance ou en nombre de projets. Financièrement, l'innovation ouverte représente à peu près 20% du budget annuel de l'Agence d'innovation de défense. Donc notre budget annuel est aux alentours d'1 milliard d'euros. Le milliard a été franchi en 2022. C'était un des engagements de la loi de programmation militaire précédente. Et donc nous consacrons à peu près 20% du budget de l'Agence d'innovation de défense sur des projets d'innovation ouverte. En fait, et c'est assez naturel que le pourcentage soit moins élevé, parce que les projets de technologie de défense, qui sont les grosses briques technologiques pour les grosses capacités futures, forcément sont des projets plus coûteux. Et dans l'innovation ouverte, il y a tout un champ d'exploration fait de multiples petits projets. Et c'est pour ça que si je disais le ratio, par contre, si on le regardait en nombre de projets, il est bien supérieur, par contre, sur l'innovation ouverte, puisqu'on explore. Et donc là, en nombre de projets, je pense que c'est plutôt 2 tiers d'innovation ouverte, 1 tiers d'innovation planifiée. Les thématiques qui montent en puissance dans le domaine de l'innovation ouverte, alors en fait elles sont nombreuses, mais nous affichons 8 thématiques prioritaires, et là aussi vous les retrouvez dans le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense. Nos thématiques prioritaires, ce sont les véhicules autonomes et leur flotte, c'est le cyber, c'est le maintien en conditions opérationnelles, c'est l'énergie, c'est le new space, la santé, l'humain augmenté.
et je pense que j'en suis à 7 alors qu'il y en a 8, donc je suis confus. Mais de manière très concrète, nous voyons beaucoup de sujets sur l'amélioration de capteurs, nous voyons beaucoup de sujets sur les usages des drones, beaucoup de sujets embarquant des briques d'intelligence artificielle dans des systèmes existants, beaucoup de sujets visant à proposer des solutions low cost pour traiter des problématiques, par exemple, pour l'illustrer, un système de détection de départ de coups, fusils, armes et même chars, à base de capteurs perdables, des téléphones portables par exemple. Voilà pour illustrer les thématiques prioritaires. En général, bonjour. Christophe Villon pour le magazine Airfan et Défense Expert. Deux petites questions rapides. Première question, effectivement, vous avez évoqué un budget de 1 milliard donc, pour mener à bien vos différents projets. Justement, pour les mener à bien sur le long terme, quel budget vous pensez qu'il serait souhaitable d'atteindre pour arriver donc à vos objectifs? Combien de personnes travaillent en fait dans votre agence? Et ensuite, combien de startups vous avez réussi à soutenir en 2024, en vous remerciant? Ça fait 3 si j'ai bien compté. Pour répondre sur le budget, donc, la loi de programmation militaire précédente, donc 2019-2024, nous avait permis de passer au-dessus de ce milliard d'euros. Si on regarde la tendance 2014-2018, c'est en moyenne 730 millions d'euros par an pour l'innovation de défense. On est passé en moyenne à 1 milliard d'euros par an avec la loi de programmation militaire 2019-2024. Et puis la loi de programmation militaire 2024-2030 accorde à l'innovation de défense un budget global de 10 milliards d'euros sur cette période 2024-2030. Donc vous voyez que nous allons être sur une tendance qui va continuer à croître jusqu'au-dessus d'1,5 milliard par an en fin de loi de programmation militaire. Concernant les ressources humaines propres de l'agence, les équipes propres de l'agence, c'est 130 personnes. Et c'est pour ça que je dis très fréquemment, et j'ai insisté sur le fait de travailler avec des partenaires, c'est pas avec 130 personnes qu'on fait l'innovation de défense du ministère. Nous avons cette nécessité et cette volonté de démultiplier notre action grâce à des partenariats. C'est par exemple les pôles d'innovation technique de la DGA. Beaucoup de centres de la DGA ont créé des pôles d'innovation technique avec lesquels nous sommes partenaires, qui nous permettent de capter, détecter des solutions, notamment dans leur environnement local et par rapport à leur thématique d'intérêt, de préinstruire les projets pour nous, voire d'en contractualiser certains. Donc en fait, nous démultiplions notre action par ce type d'action. Et nous travaillons également, je ne l'ai pas dit, mais dans les 10 technologies, par exemple, prioritaires que j'ai citées, la grande majorité sont des technologies duales, c'est-à-dire qu'elles ont à la fois des usages civils et militaires. On peut enlever la furtivité, la discrétion et un peu de guerre électronique, mais le reste, c'est essentiellement des technologies duales. Et donc, nous travaillons en partenariat là aussi avec d'autres acteurs qui peuvent soutenir notamment les premiers niveaux de maturité sur ces technologies. Le programme France 2030, par exemple, de manière internationale, Horizon Europe, puis après le Fonds européen de défense. Donc, en fait, il y a cette stratégie de travailler de manière cohérente. Et concernant le nombre de startups soutenues en 2024, je pense qu'en fait, si on prend tout simplement les chiffres de nombre de projets que j'ai cités, 150 projets d'accélération de l'innovation, c'est un peu plus de 150 startups de base, puisqu'il y a parfois des consortiums. Nous avons un fonds d'investissement qui, lui aussi, prend des participations dans des acteurs type start-up. Et je crois que l'an dernier, c'est 3 startups qui ont bénéficié de l'arrivée du fonds Innovation Défense dans leur fonds propres. Donc, en fait, c'est plusieurs centaines par an. Et nous avons un suivi, nous avons un outil qui nous permet de suivre les startups. Nous détectons en moyenne 300 à 400 nouvelles startups par an. Mais surtout, l'important, c'est de continuer la relation avec celles qui ont été détectées avant. Il ne s'agit pas de s'occuper que de ceux qu'on détecte chaque année. Et donc, nous avons un suivi régulier de celles avec lesquelles il y a un intérêt. La problématique étant de travailler avec eux au bon moment. C'est-à-dire au moment où leur techno, elle est mature par rapport à nos usages et nos utilisateurs. Le bon projet, il faut le lancer au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Question de Jean-Marc Tanguy. Donc, qui a conçu le gravimètre quantique? Sur quel navire a-t-il été implanté? Alors, le gravimètre quantique, comme je l'ai dit, l'histoire a commencé à l'ONERA. En fait, on a là aussi le cas type de ce qu'on cherche avec nos offices nationaux de recherche.
On commence avec eux dans le monde académique pour détecter le potentiel de la technologie. Et puis tout doucement, il faut le rapprocher du monde industriel. Et donc j'ai expliqué les étapes successives, thèse, puis un projet en laboratoire, puis un projet hors laboratoire, et le transfert vers l'industrie. Et donc le transfert vers l'industrie s'est fait dans une société qui s'appelait Mucans à l'époque et qui a été rachetée aujourd'hui par Exail. Donc aujourd'hui, c'est Exail, le fournisseur du gravimètre quantique, et qui est intégré sur une plateforme du Chaume. Bonjour, Hélène Chachatier, BFM Business. J'avais juste une question. Sur les 75 projets déposés au guichet unique depuis le début de l'année, c'est une accélération par rapport à l'année dernière? Ça, c'est la première question. Et quelle est la durée moyenne pour savoir si oui ou non vous allez valider les projets et les suivre par la suite? Alors, la dynamique, c'est plutôt une accélération par rapport au début d'année. Mais en fait, ce qu'on constate très souvent au guichet unique, c'est qu'on a parfois des pics en fait, de dépôt, qui sont liés également à des événements où l'agence est présente et explique certaines modalités, et on s'aperçoit que derrière, typiquement, je pense qu'après le mois de juin, après le Bourget, Eurosatory, on va avoir un pic de dépôt. Donc en fait, ce n'est pas linéaire. Néanmoins, avoir 150 à 200 projets déposés par an, c'est exactement ce que nous constatons sur le 2024 et 2023. Pour le délai de réponse, en fait, nous avons fait évoluer les dispositions justement de ce guichet unique il y a 3 ans, parce que justement, nous étions trop lents à répondre et nous ne fournissions pas de réponse directe à ceux qui déposaient des projets. Aujourd'hui, la manière dont le dispositif fonctionne est la suivante. L'acteur qui veut déposer un projet, il remplit un petit formulaire, c'est 5 pages, dans lequel il décrit les grandes généralités de ce projet, et notamment il détaille le cas d'usage. Et c'est lui qui a la main pour l'entretien avec l'agence. C'est-à-dire qu'après avoir déposé son projet, il prend un rendez-vous téléphonique avec les équipes de l'agence. Et c'est lui qui maîtrise ce calendrier. Il n'a juste pas le droit de le faire dans les 15 jours qui suivent le dépôt de projet. Il faut qu'on ait le temps de l'analyser. Et donc, c'est lui qui a la main. Et derrière ce rendez-vous téléphonique, en fait, on constate 3 aiguillages possibles. Le premier, c'est qu'on convient ensemble qu'il n'y a pas d'intérêt défense identifié. Et donc, dans ce cas-là, le porteur, il a eu une réponse rapide, sans s'investir énormément, puisqu'encore une fois, il a fait un dépôt de projet d'un petit dossier de 5 pages. La deuxième, c'est au contraire, on identifie un intérêt défense et un projet qui a l'air déjà d'être suffisamment mature. Et donc là, on leur donne les codes pour déposer un dossier de projet complet. Donc là, c'est un document un peu plus conséquent, mais on rentre dans une vraie instruction. Et la troisième, qui est la plus fréquente, c'est qu'on identifie un intérêt potentiel, mais le cas d'usage n'est pas bien maîtrisé par le porteur de projet. Et dans ce cas-là, on le met en relation avec l'entité du ministère qui lui permet de travailler sur cet aspect. En général, donc, Thierry Dubois pour Aviation Week, au sujet de la fenêtre optique. À quelle plateforme est-elle destinée? Telle par exemple équiper la nacelle Thalios. Vous évoquez le fait que la fenêtre optique est sur la feuille de route produit de Thales. Quand entrera-t-elle en service? Alors en effet, la réponse, elle est dans cette deuxième partie de remarque. C'est pas les plateformes qu'on vise, c'est les équipements. Et donc c'est dans les feuilles produits de Thales et au fur et à mesure des nouvelles livraisons d'équipements. Mais typiquement, le Thalios est un très bon candidat pour recevoir ce type de solution. J'aurais une question également pour vous. Quel rétexte faites-vous de la guerre en Ukraine ? Merci de cette question. Non, en fait, l'Ukraine, quelque part, alors c'est bien sûr une situation complexe, dramatique, mais et faire le retour d'expérience des conflits, c'est forcément quelque chose que l'on se doit de faire pour identifier des pistes de progrès et identifier des évolutions à prendre en compte. Et donc nous faisons systématiquement le retour d'expérience des conflits, et pas uniquement Ukraine d'ailleurs, mais également Azerbaïdjan, Arménie, conflit israélo-palestinien, de manière à pouvoir détecter des signaux d'intérêt pour nous. Le conflit ukrainien, je dirais que dans un premier temps, la première retour d'expérience pour nous, c'est qu'il est venu confirmer
toutes les hypothèses sur lesquelles on avait construit l'agence et toutes les orientations qu'on proposait. La dualité des solutions et l'intérêt et justement la nécessité de s'intéresser aux solutions issues du monde civil. Je crois que là, ça a été très clairement démontré dans le conflit ukrainien, avec les usages des drones, avec l'utilisation de satellites d'observation civils pour fournir du renseignement, avec l'utilisation d'applications développées sur smartphone, l'utilisation de solutions civiles de communication. L'intérêt de s'intéresser à toute forme d'innovation, je pense au détournement d'usage, à l'innovation d'usage, comme par exemple le détournement de réseaux de caméras de surveillance des villes pour faire du renseignement. Le fait de ne pas opposer justement cette innovation ouverte et agile avec la haute technologie, c'est quand même sur le théâtre ukrainien qu'on a vu les premières utilisations de missiles hypervéloces par la Russie. Et donc ce qui montre bien qu'il ne faut pas opposer les formes d'innovation. On a besoin de haute technologie, mais on a besoin de solutions agiles, on a besoin de pouvoir faire de la masse. Bon, bien sûr, les usages des drones sont venus démontrer la nécessité de travailler sur les sujets des systèmes autonomes. Et puis donc il y a le retour d'expérience. Le retour d'expérience, c'est justement l'agilité qu'il faut avoir. Et l'usage des drones en est vraiment le facteur illustratif principal. Aujourd'hui, une solution qui a apporté sur le terrain une nouvelle évolution technologique permet de prendre un avantage qui va durer quelques semaines. Et en quelques semaines, une nouvelle innovation, elle est contrée. Une innovation apportée par les Ukrainiens et contrée en quelques semaines par les Russes, qui en plus prennent l'avantage ensuite par le nombre. Et donc il faut amener une nouvelle solution, une nouvelle évolution. Et donc ça veut dire que pour nous, l'enjeu derrière, c'est pas d'acquérir aujourd'hui des milliers de drones d'une certaine catégorie. On sait qu'ils seront obsolètes si on les utilise dans 2 ans. Il faut à la fois être capable d'accélérer en production quand on en aura besoin, et en même temps de maintenir notre base industrielle dans un état d'agilité qui lui permet d'amener des évolutions sur ce rythme de quelques semaines. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire des challenges, des défis, des hackathons, ce genre de choses. Et puis enfin, l'Ukraine, c'est un théâtre justement où on a des conditions réelles d'utilisation en haute intensité, et il faut savoir l'utiliser. Et c'est pour ça que nous avons signé, l'Agence d'innovation de défense a signé en février dernier, alors ça s'appelle un terme de référence, TOR, mais en fait c'est un petit accord de partenariat, qui vise à faciliter l'expérimentation de solutions françaises sur le théâtre ukrainien. Donc l'Ukraine, pour l'agence, c'est un partenaire, c'est un défi, c'est une source de rétex, et c'est une confirmation des orientations que nous avons prises. Place maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet. Merci Madame la Directrice, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer ce point des opérations sur l'Europe où, vous le savez, les armées françaises sont déployées aux côtés de leurs alliés de l'OTAN. Commençons en Estonie où les soldats français du bataillon multinational de l'OTAN sous commandement britannique ont participé à l'exercice Bold Eagle du 8 au 16 avril. La première brigade estonienne a évalué les capacités opérationnelles du bataillon lors de manœuvres intensives sur le camp de Tapa, aux côtés de troupes polonaises et américaines venues de Lettonie. Au total, ce sont plus de 1000 soldats alliés qui se sont entraînés ensemble au franchissement de rivières grâce à des moyens du génie, ainsi qu'au combat de chars et au combat d'infanterie en tranchée. Cet exercice a renforcé la cohésion du dispositif de l'OTAN dans les pays baltes, tandis qu'en Roumanie, le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français a réalisé cette semaine l'exercice Eagle Thunder sur le camp militaire de Cartisoara. Cette manœuvre de tir d'infanterie motorisée a été conduite par le détachement belge en coordination avec des éléments du bataillon multinational. Passons maintenant à la Méditerranée où les chasseurs de mines tripartites Lyre et Céphée de la Marine nationale sont actuellement déployés aux côtés de leurs alliés de l'OTAN. Ils contribuent à la posture permanente et réactive de l'Alliance dans la zone. Alors, du 8 au 10 avril, le chasseur de mines tripartite Lyre a patrouillé en mer Égée et a conduit des activités conjointes avec le chasseur de mines grec Calypso dans le domaine de la lutte contre les mines. Après une escale au Pirée du 11 au 14 avril, le Lyre a franchi le canal de Corinthe avant de rejoindre la mer Adriatique et la Croatie. Le chasseur de mines Céphée a intégré cette semaine le Task Group permanent de garde des mines de l'OTAN en Méditerranée, donc le SNM-CMG2, et a participé du 12 au 16 avril à l'exercice Italian Minex de la marine italienne. Toujours en Méditerranée, du 9 au 10 avril, le groupe aéronaval français a contribué
à l'activité de vigilance de l'OTAN Neptune Strike. Cette activité a pour objectif de renforcer la défense collective en mettant en œuvre les capacités du haut du spectre de l'Alliance. Les Rafales marines du GAN ont ainsi réalisé des exercices de frappe à longue portée en coordination avec les forces alliées de l'OTAN. L'intégration du GAN à Neptune Strike aux côtés de plusieurs groupes aéronavals et amphibies alliés démontre la capacité de l'Alliance à projeter sa puissance en mer et dans les airs au profit de la sécurité collective. Ensuite, les 10 et 11 avril, le GAN et 4 bâtiments grecs ont effectué plusieurs entraînements conjoints en mer Égée. Dans un scénario de haute intensité, les unités françaises se sont mesurées à la frégate Kountouriotis et aux corvettes Vlahakos et Daniolos, ainsi qu'à un sous-marin grec lors d'un exercice de lutte multidomaine. En parallèle, les avions de chasse Rafale marine du GAN ont effectué des entraînements au combat avec les Rafales et les F-16 des forces aériennes grecques. À l'issue de ces exercices bilatéraux, les bâtiments du GAN ont débuté leur escale à la Sud et au Pirée. Ces exercices illustrent un partenariat de coopération militaire dynamique entre deux nations pour sécuriser les intérêts européens face aux défis en Méditerranée. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'accord de défense qui lie la France et la Grèce depuis septembre 2021. Passons maintenant à la mer Noire où le 11 avril, un dispositif aérien complet composé de moyens de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que du groupe aéronaval de la Marine nationale a participé à une mission de surveillance aérienne conjointement avec la Royal Air Force britannique. Cette mission a vu le déploiement de moyens aériens dédiés à la surveillance des espaces, accompagné par un détachement de chasseurs Rafale et de moyens de ravitaillement en vol. Ce déploiement avait pour objectif d'affirmer la liberté de navigation dans la zone, ainsi que de garantir l'accès aux espaces communs en vertu du droit international. Il a démontré également la capacité et le savoir-faire des armées françaises et britanniques pour préserver la sécurité en Europe et pour prévenir de toute menace. On passe maintenant au soutien à l'Ukraine, puisque dans le cadre de la mission d'assistance militaire européenne EUMAM, les armées françaises dispensent des formations au profit des forces armées ukrainiennes. En Pologne, la semaine qui s'est écoulée a permis de densifier la formation des stagiaires ukrainiens en y intégrant le combat interarmes en zone urbaine et le combat de tranchées. L'ensemble de ces formations répond aux besoins exprimés par le partenaire et témoigne du soutien résolu de la France dans son appui militaire à l'Ukraine. Passons à la Méditerranée orientale, où une frégate française est déployée au plus proche des côtes libanaises pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans cette région. La semaine dernière, ce bâtiment a mené plusieurs interactions avec le groupe aéronaval, comprenant des manœuvres d'appontage et de ravitaillement en mer avec le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier. Passons maintenant à la mer Rouge, où la frégate française déployée sur place poursuit ses missions dans le cadre de l'opération européenne Aspides. Elle accompagne et protège les navires de commerce en transit de Suez à Ormuz pour garantir la liberté de navigation. Aux Émirats arabes unis, maintenant, s'ouvre ce mois-ci une séquence riche d'échanges avec les forces armées émiriennes. D'abord en mer, du 8 au 16 avril, un détachement de plongeurs démineurs participe à l'exercice de guerre des mines East Dolphin aux côtés des forces émiriennes. Ensuite, à terre, du 7 au 25 avril, un état-major tactique et une compagnie d'infanterie des forces françaises aux Émirats arabes unis participent à l'exercice FIBUA aux côtés des forces émiriennes. Ces entraînements ont pour objectif de développer l'interopérabilité entre la France et les Émirats arabes unis au profit de la stabilité et de la sécurité régionale. On passe au Liban, où les soldats français de la Force Commander Reserve de la FINUL mènent des patrouilles au sud Liban, dans la zone d'opération. Du 13 au 14 avril, la compagnie française du Génie et une section de sapeurs des forces armées libanaises ont mené une patrouille dans une zone polluée par la présence de munitions non explosées. Cette opération a permis la découverte d'un canon et de munitions qui ont été remis au FAL. Cette coopération démontre le soutien actif de la FINUL dans le redéploiement des FAL dans le sud Liban. Passons à l'Irak, où le 8 avril, les F-16 des forces irakiennes et les Rafales de la base aérienne projetée au Levant ont réalisé une mission conjointe d'entraînement à la défense et au combat air-air. Ces vols de Partner Nation Integration ont permis un échange privilégié avec les forces irakiennes, renforçant ainsi la coopération bilatérale entre les deux nations. Et en parallèle, les Rafales ont assuré la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone afin de lutter contre les résurgences de Daesh. Passons maintenant à l'Afrique, où le 7 avril, le patrouilleur de haute mer commandant Ducoin
engagé en opération Corimbe, a fait escale à Lagos, au Nigeria. Il a ensuite contribué à la sécurisation des voies maritimes du Golfe, aux côtés du patrouilleur nigérian Sokoto. Partenaire de longue date des marines des États riverains du Golfe de Guinée, la France partage son expertise dans le domaine de la lutte contre l'insécurité maritime et les trafics en tout genre. En Guinée-Bissau, maintenant, du 31 mars au 11 avril, les éléments français au Sénégal ont conduit une action de partenariat militaire au profit du Regimento Commando, donc régiment d'infanterie bissau-guinéen. En répondant aux besoins exprimés par la Guinée-Bissau, cet entraînement au combat, au secourisme et au tir s'inscrit dans le cadre du partenariat co-construit entre les forces armées françaises et les armées partenaires de la région. Passons maintenant à la zone Indo-Pacifique, à La Réunion, où les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien sont déployées en appui des autres services de l'État pour faire face à la propagation de l'épidémie de chikungunya. Une centaine de soldats concourent aux actions visant à limiter la propagation du virus. À Mayotte maintenant, le bataillon reconstruction, le BATREC, conduit en moyenne 6 chantiers par semaine en appui des autres services de l'État tout en participant à la reconstitution des stocks stratégiques d'eau de l'hôpital de Petite-Terre. On passe à la Polynésie française, où le 10 avril, le bâtiment de soutien et d'assistance Outre-mer Bougainville a quitté son port-base de Papeete dans le cadre de la mission de police des pêches Aquarius. Les armées françaises sont engagées dans la préservation des ressources halieutiques ainsi que dans la lutte contre les trafics illicites dans la zone économique exclusive. On passe à la zone Nouvelle-Calédonie. Les 12 et 13 avril, l'hélicoptère Puma et l'équipe médicale des forces armées en Nouvelle-Calédonie ont été sollicités à 2 occasions. Une première fois pour porter assistance à une victime en détresse suite à un accident de plongée près de l'îlot Nenda, et une seconde fois pour évacuer une victime australienne dans un état grave à bord d'un navire de croisière au large de Lifou. Les forces de souveraineté s'engagent quotidiennement aux côtés des populations. On passe à la zone Antilles-Guyane. D'abord en Martinique, le partenariat militaire opérationnel Sabre se poursuit entre le 33e régiment d'infanterie de marine et un détachement de soldats de l'infanterie de marine colombienne. Ils réalisent des manœuvres communes au combat urbain qui contribuent au maintien et au développement de la coopération militaire des forces armées aux Antilles avec leurs alliés et partenaires de la zone Caraïbe. En Colombie maintenant, le groupe amphibie Jeanne d'Arc, constitué d'un porte-hélicoptère amphibie et d'une frégate de type Lafayette, a rejoint la frégate colombienne Almirante Padilla pour mener une patrouille commune en mer des Caraïbes. Les forces armées françaises opèrent régulièrement aux côtés des forces armées colombiennes dans la lutte contre le narcotrafic. Cet axe majeur de la coopération entre nos deux pays contribue à la protection des populations et à la sécurité régionale. Je vous donne rendez-vous le 29 avril pour le prochain point presse. La semaine prochaine, il n'y aura pas de point presse. Donc le 29 avril pour un nouveau point presse. Nous resterons sur la thématique de l'innovation avec la présentation du challenge COOMA pour collaboration homme-machine. Et ce point presse sera assuré par le général Laurent Cluzel. Merci à toutes et très bonne fin de semaine et bon week-end de Pâques.